Allez, c'est parti, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Belle semaine derrière nous, semaine dernière. Ouais, pas mal d'avancées sur nos projets, ça va. Et puis une belle semaine en perspective qui s'annonce devant nous. Plein de questions intéressantes, je les ai parcourues en diagonale sans y répondre, puisque je vais y répondre là en live, en direct, avec vous, en live. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avant de répondre aux questions ? Le site mobile avance bien. J'ai tourné quelques épisodes, j'ai enregistré quelques épisodes, quelques podcasts sur la vie d'artiste. Ça avance très bien. C'est louche. S'il n'y a pas de problème technique, c'est louche, ça va arriver, ils sont devant nous. Non, pour l'instant, c'est nickel. Je ne vous donne pas le lien pour la télécharger, l'appli, parce que j'aimerais quand même qu'elle soit posée, bien démoulée, comme on dit, avant de vous la mettre en pâture. J'espère que ça va vous plaire. J'ai beaucoup de plaisir à m'en servir, à l'utiliser et à la tester. Voilà. Il nous reste des trucs à faire, je vous tiens au courant. Mais donc, par contre, en direct déjà, pas en direct, au fur et à mesure sur Facebook, je publie les podcasts qui vont venir enrichir la bibliothèque de l'appli mobile. Et puis quelques vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter ça et à me dire ce que vous en pensez. Ok ? Allez, c'est parti. Petite lonnette de circonstances et on répond aux questions. Alors, Clarisse. Ah oui, je commence par Clarisse qui a une belle réponse au dernier magazine. Elle me dit merci pour cette vidéo. Complètement d'accord avec l'idée que l'artiste doit se renouveler dans ses recherches de couleurs et ne pas sanctuariser son travail, pour reprendre ton expression. Ouais. Vous vous souvenez, je disais comment on fait pour garder d'une fois sur l'autre les bons mélanges de couleurs, les bonnes proportions. On peut effectivement conserver la couleur dans les petits pots ou noter dans un carnet de la recette, mais ça va presque à l'encontre du travail de l'artiste, qui est dans le vivant et non dans la fixité. Chaque recherche de couleur est une expérience, exact. Là, il y a une réaction chimique, certes, mais c'est surtout un moment où on est totalement dans sa recherche de lumière et de texture. Je suis complètement d'accord avec toi. Chaque nouvelle création de couleur est un petit parcours de vie et un moment délicieux entre la toile et l'artiste. Qu'en penses-tu, Fred ? Je suis complètement d'accord. Ça me plaît bien d'avoir ce retour. C'est pas le premier, mais celui-là, il est bien formalisé. C'est exactement ce que je pense. Alors, ça veut pas dire qu'on peut avoir de la frustration ou une envie folle de garder les couleurs, je sais pas, ce turquoise un peu intense, cette couleur jean. Il y a quelques trucs qui sont vraiment superbes, de vouloir les garder, soit les mélanges de couleurs, et même l'usage d'ailleurs de certaines couleurs sur une toile, même pure, même quand on fait une sortie du tulle, il y a des moments où on se dit ah ouais, c'est vraiment trop bien, là j'ai envie de noter, j'ai envie de m'en souvenir. Mais t'as raison, Clarisse, si on fait ça, si on accumule des recettes de cuisine, la créativité, elle va avoir du mal à se faufiler à force là-dedans, dans toutes ces références. Donc, je sais maintenant qu'il faut que les mélanges de couleurs réussis soient derrière nous et que devant nous, on ait surtout un champ d'investigation libre. Voilà. Merci dans tous les cas, Clarisse, pour cette remarque. Alors, il y a Younes aussi qui me pose c'est pas vraiment une question, il me parle de sa jeunesse et puis il a envie de quelques orientations. Je vous lis son commentaire et on en parle ensemble après. Younes. Bonjour, je tombe sur votre chaîne par hasard que j'apprécie, merci. Puis j'aimerais que vous m'aidiez sur certaines questions que je me pose. J'ai 17 ans. Ok. Et je dessine de temps en temps. Je ne sais absolument pas reproduire des dessins réalistes avec un effet époustouflant, mais plusieurs de mes dessins sont, on peut dire, de l'art abstrait. D'accord ? Pas de souci. Des dessins que j'ai montrés à une personne connaissant ce domaine de l'art abstrait et qui me dit que j'avais vraiment un talent pour... c'est top ça. Aujourd'hui, je ne sais absolument pas ce que je veux faire plus tard. Ok, 17 ans, keep cool action man, ça va bien. Je parle pas aux parents, je parle aux gamins. Puis j'ai ce domaine là où j'aimerais au moins essayer et voir ce que ça donne. Ok, je vois bien ton truc. Younes, t'as 17 ans. Alors si le dessin, c'est pas une passion dévorante qui balaye tout le reste et qui élimine toutes les autres possibilités, si c'est juste un truc qui te fait du bien et sur lequel tu démarres pas mal, puisque tu as eu des commentaires positifs, c'est peut-être un peu tôt pour te lancer dans une carrière artistique. 17 ans. 17 ans, ça veut dire, je pense que tu vas pas avoir ton bac ou pas beaucoup de diplômes, de trucs, de brevets, de machins qui te permettent de bosser. Bon, je te parle en papa, ça fait peut-être un peu vieux discours de vieux, mais si j'avais un fils de 17 ans devant moi qui me disait ça, je l'encouragerais pour qu'il développe cette technique artistique. Voilà, ça je l'encouragerais, c'est certain, ce que j'ai toujours fait.
en me mettant du matériel à disposition, du temps, de l'accompagnement et en l'encourageant dans son parcours artistique. Mais de là à tout de suite dire, voilà, t'oublies tout le reste, et t'es un artiste, avec tout ce que ça implique derrière, à cet âge-là, qui est encore une jeune pousse, quoi, hein, c'est un petit peu tôt. Bon, donc je ne veux pas faire une réponse négative. D'abord, on n'a rien à conseiller parce que je vis pas ce que tu vis, je sais pas comment tu vis tout ça. Moi, je trouve qu'il faut que tu n'arrêtes surtout pas de dessiner, c'est super important. Mais peut-être en parallèle d'autres choses qu'il faut aussi apprendre dans la vie, de la vie. Et voilà. Bon, je sais pas, j'espère que tu as eu les réponses que tu voulais. C'est exaltant tout ça, mais il faut y aller, tu sais, dans les arts comme dans tout, dans la vie, un pas devant l'autre, un pied devant l'autre. Je suis mal placé pour vous en parler parce que je suis un peu impatient, mais voilà, à la lumière de tout ce qu'on vit, ensuite on se dit, c'est bien, les choses avancent toujours au rythme où elles doivent avancer. Il faut pas aller trop vite. Voilà. Il n'y a pas de conclusion à cette remarque. Alors, allez, on y va. J'en ai partout, allez. Voilà, Paulette. Je me lance dans la poterie, mais je ne sais pas dessiner. Est-ce que c'est un problème pour la sculpture? Oui. Voilà, moi j'ai travaillé avec une sculpteur, et si tu sais pas dessiner, c'est pas un problème, il n'y a jamais de problème dans les beaux-arts, je dois vous le répéter à chaque fois. Mais en fait, le fait déjà de savoir dessiner, c'est une première étape, c'est-à-dire que ce que tu as en tête ou ce que tu vois devant toi, ce que tu vois sur une photo, une repro, etc., il y a déjà tout un travail intellectuel et physique de savoir, avec des gestes, reproduire ce que tu vois, pour que les autres voient ce que tu vois, ce que tu as reproduit, etc. Donc il y a déjà tout un boulot. Et c'est de la 2D. Et la 3D, c'est l'étape d'après. Et je ne pense pas que ce soit l'étape d'avant. C'est-à-dire que ça participe des mêmes mécanismes, tu vois, de transcription. Donc ça peut passer par le cerveau. Il faut avoir un cerveau. Ça passe par le cerveau qui va interpréter ce que tu vois et qui va projeter, imaginer les gestes que tu vas être obligé de faire pour sculpter. Paulette. Donc c'est pas mal de dessiner. En fait, c'est souvent les profs de poterie proposent des cours de dessin en parallèle ou des cours de modèle vivant. La prof avec qui je travaillais, elle donnait des cours de modèle vivant. Je suis même allé en prendre d'ailleurs, je suis allé faire plusieurs séances chez elle. Parce que ça participe du... Bon, je l'ai déjà dit, hein, voilà, je ne vais pas me répéter. Je me répète souvent, voilà. C'est la même chose. Tu vois, tu as un modèle vivant, tu as un corps devant toi, tu le dessines. Entre le dessiner et le sculpter, on y est presque, quoi. Et c'est quand même intéressant d'avoir tous ces réflexes de mise en proportion, d'agrandissement, de prise de repères, de proportion relative des morceaux les uns par rapport aux autres, etc. C'est important. Donc, c'est pas mal que tu prennes des cours de dessin aussi, Paulette. Mais tu peux aussi, troulalou, te lancer dans la sculpture, si c'est ça qui t'intéresse, dans la poterie. Alors, tu me dis poterie, en fait, je lis poterie, si c'est pour faire des pots, tri. Tu sais, avec un tour, là, tu as peut-être moins besoin de savoir dessiner. C'est plus une question de sensation, etc. Si c'est dans la sculpture et dans le modelage, là, je pense que c'est pas mal. Ok? Voilà. Je ne comprends pas les mesures, ça c'est autre chose. Bonjour Christelle, je souhaiterais savoir si la résine de couleur, c'est vous qui la préparez à l'avance ou c'est la résine déjà colorée. Ok, et si c'est votre préparation, alors ma question est la suivante. Avec quoi vous la préparez, hein? C'est hyper intéressant, ok. J'adore votre travail Valérie. Ok, bah ouais, merci pour Valérie, c'est du coup nickel. Et vos explications sont au top, oui c'est vrai. Merci de transmettre votre savoir, j'ai déjà pratiquement terminé toutes les vidéos, voyons, glou. Merci beaucoup. Respire un coup, Christelle. Ok, super. Merci pour ce commentaire et cette question. Donc, tu me parles des résines colorées. Les résines colorées, elles existent déjà colorées. Moi, je trouve pas ça bien. Moi, je préfère que tu prennes de la résine... Moi, je préfère, travailler avec de la résine transparente, neutre, dans laquelle je vais mettre mes couleurs. Et pour mettre des couleurs dans la résine, tu mets du colorant. Quels sont les meilleurs colorants qu'on connaisse? Intense et liquide, des encres. Donc tu mets de l'encre dans la résine et tu vas teinter ta résine. Voilà. J'espère que j'ai tout dit. Alors après, me demandez pas les proportions et tout. Restez quand même, prenez de l'encre concentrée, assez puissante, pour que vous ne soyez pas obligé d'en mettre beaucoup pour colorer. Parce que plus vous diluez la résine et plus vous aurez de difficultés à avoir, vous savez, le phénomène de durcissement entre le durcisseur et la résine. Donc plutôt de la couleur très très concentrée, une bonne encre, avec des belles couleurs, et ça se dilue quand même.
Mais ça fait des super effets. Moi, je fais même ça avec de l'acrylique fluide à l'intérieur. Enfin, on peut faire plein de choses. Mais si tu veux teinter ta résine uniformément, c'est de l'encre. Ok? Voilà. C'était pour Christelle. Ah, Christelle, j'ai encore une question. Oui, coucou Christelle. On peut imaginer faire ceci sur une toile ou du métal aussi, car il me semble que le cadre utilisé dans l'exercice, le fond a l'air lisse. Merci beaucoup par avance. Qu'est-ce que tu me dis? La vidéo, c'était les résines de couleur. Ah ouais, on a fait ça sur un support bois. Alors attends, c'est quoi ta question? On peut faire ça sur une toile ou sur du métal? Oui. Sur du métal, j'ai jamais fait. Bon, pourquoi pas? Sur une plaque d'alu, pourquoi pas? Sauf que je te rappelle que les résines, elles guilent, elles coulent. Donc si tu veux pas d'obstacle, tu vas avoir quelques surprises. Voilà. Mais sinon, ça accroche pas mal de trucs. Ouais, c'est assez adhérent. Tu le vois bien d'ailleurs, hein, parce que quand tu te trompes dans les mélanges, ça reste tellement poisseux que tu n'arrives pas à t'en séparer. Et donc sur une toile, bien sûr, oui, bien sûr, de la résine sur des toiles. Il y a plein de gens qui peignent sur une toile, qui font une œuvre à l'acrylique et qui finissent avec une résine dessus, et ça donne un effet génial. La résine de glaçage, elle s'arrête sur les bords et tout, et elle donne un aspect laqué, les couleurs, elles pètent, c'est superbe. Neige, au secours, j'espère que je vais savoir répondre. Neige, bonjour, je découvre votre méthode avec le lait plus du pigment, je suis bluffé. Pouvez-vous me renseigner, peut-on faire une patine avec de la cire liquide plus des pigments à la place du lait? Je débute, et cette étape m'effraie. Ah, d'accord. Ok. 1. Puis-je appliquer de la cire avec les pigments sur la sculpture où j'ai passé une couche de lait pour le satiner? 2. Pour un effet bronze, faut-il faire une couche de verre comme vu sur internet ou pas nécessaire avec votre méthode? Vous dites dans la vidéo que vous pourriez aller plus loin dans la patine, mais comment? Je suis curieux. Alors, écoute, les patines, tu sais, le mot patine, ça veut dire tout et n'importe quoi, Neige. La patine, c'est la finition, d'accord? Alors après, on dit un effet patiné. Pourquoi? Parce que ces finitions, elles sont souvent pas brutes. Tu passes pas une couche de bleu et tu dis, ah, ça y est, ma sculpture est bleue. Je suis super content. Je prends un bleu de céruleum et tout peint. Non, pour que ça ait de l'allure, surtout une sculpture, elle a des reliefs, des formes, des ombres, tu vois, des protubérances, plein de trucs. Et ça s'accentue avec des patines. Parce que la patine, elle va accrocher plus sur les reliefs et elle va aller moins dans les infractuosités. Donc ce qui donne de la vie encore plus et ce qui révèle tous les volumes de ta sculpture. Voilà. Alors les patines les plus belles que je connaisse, hein, celles qu'on a fait avec la prof, c'était des patines à base de cire ou à base d'huile. Moi je trouve ça beau. Ça me plaît beaucoup. Et là, c'est vraiment un peu comme quand tu cires un meuble, enfin je sais pas si tu as déjà ciré des meubles, quand on cirait un meuble ou quand nos parents ciraient des meubles, il y a tout pas un doigté, mais une espèce d'expérience à acquérir, mais qui, encore une fois, est lié vachement à ce que tu veux obtenir. Il n'y a pas de conseil académique dans l'absolu, tu vois. C'est compliqué. Au fur et à mesure, quand tu as raté si tu rates une patine, tu peux revenir dessus, tu peux la retravailler, c'est un peu comme une toile, il n'y a pas trop de soucis, donc il ne faut pas que tu stresses. C'était qui? C'était Neige. Ne stresse pas, ne flippe pas, respire un grand coup, respire par le ventre et tu y vas. Alors c'est vrai que si tu as fait des patines grasses, une patine acrylique dessus, ça va être un peu plus difficile. Mais la cire, tu peux travailler avec de la cire et des pigments. La cire liquide, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est la cire. Moi je connais les cires grasses qui sont un liant, qui permettent bien d'emprisonner le pigment et de bien rentrer dans la sculpture. Ça c'est très très chouette, ça donne des très très beaux effets. Et voilà. Et après tu sais, le patinage de la patine, enfin, tu vois, le lustrage de la patine, il se fait avec de l'huile de coude. Hein. Ça ne se fait pas avec un produit que tu passes et hop, c'est bien en chiffonnant, surtout sur les patines grasses, que tu vas pouvoir avoir ces effets un peu... les termes sont complexes, ciré, quoi, voilà. C'est-à-dire, c'est pas brillant, c'est pas mat, c'est ce côté un peu ciré, qui n'est pas uniforme non plus, qui est très très beau, qui donne beaucoup d'allure à la lumière qui se dépose sur une sculpture. Voilà, Neige. Bon, écoute, j'espère que j'ai répondu à ta question. Allez, Nathalie, je viens de regarder la vidéo sur le marbling. Ouais, j'ai adoré et j'aimerais bien essayer, d'accord. Quel est le produit que vous mélangez avec l'eau avant de poser les encres? Quel est le produit que je mélange avec l'eau avant de poser? Du produit pour marbling, de la poudre. Cette vidéo, je l'ai faite, j'en ai fait qu'une, ouais. Alors je me suis éclaté les bottines, comme dit. J'ai adoré faire ça, c'est jouissif, c'est magique. Tu fais ton marbling, tu poses c'est superbe. Bon, la limite du truc, c'est qu'après, t'entasses tes feuilles où t'as fait tes effets et je sais pas trop ce que tu dois faire. Je sais même pas si je les ai gardés. Bon, si, j'ai dû garder parce que je jette pas beaucoup. Bon, là, c'est les limites du truc, sauf si tu fais de la reliure, bien sûr. Donc le marbling, j'ai utilisé une espèce d'alginate de je sais pas quoi, qui est une poudre toute simple pour faire du marbling.
Donc, j'ai pas dû être très très clair dans la vidéo. Parce qu'en fait, elle était là pour présenter des produits. Et donc, si tu vois pas ce qu'il y a comme produit, j'ai dû vraiment être d'une efficacité redoutable ce jour-là. Je me souviens plus. Parce qu'en fait, je dois être à 1600, 1700 vidéos. Donc, je suis un peu glouton et je sais plus trop. Émilie, je souhaiterais un conseil concernant le vernis de mes tableaux. Ah, ça faisait un moment. Ça faisait peut-être une semaine que j'avais pas eu de questions sur les vernis. C'est normal, je me moque pas de vous, c'est normal qu'on flippe. Tout d'abord, merci pour ton journal, que je regarde assidûment et qui me passionne. Ah, c'est super cool, merci. Je vais le redire une fois. Tout d'abord, merci pour ton journal, que je regarde assidûment et qui me passionne. C'est super, parce qu'il y a beaucoup de vues, des milliers de vues, ça me va bien. Mais je sais pas si vous préféreriez une autre formule ou pas, donc je continue. Mais ça me fait plaisir, ça fait du bien. Je suis pas regardant, j'aime bien les compliments. Voilà, j'ai donc suivi tes conseils et appliqué du vernis en spray, en plusieurs couches fines, à 30 cm sur mes tableaux. Bon, bah ça c'est bien. Un bon point, Émilie. Lorsqu'ils sont très bien éclairés, c'est joli, mais en lumière rasante, les aspérités du tableau ressortent et font des différences de brillance. Ah, faut-il s'en contenter? C'est vrai que les embus, c'est-à-dire ce qu'on appelle les embus, les différences de matité sur une toile, on les corrige avec un vernis, et pour vérifier que c'est bien corrigé, on se met de côté, et on regarde. Enfin, c'est ce que je fais moi. Parce que devant, en règle générale, tu vois pas. Et alors, attends, tu dis quoi? T'as fait ce qu'il fallait, en plusieurs couches fines, bon, à 30 cm, c'est nickel. Bah, si ça suffit pas, tu continues, hein. Parce que, par contre, ce qui me gêne, c'est le mot, les aspérités du tableau. C'est peut-être normal que les aspérités ressortent. Ce qu'il faut pas, c'est qu'il y ait des zones complètes mates et des zones complètes en fonction des couleurs, tu sais, de tes mélanges. Des zones avec des matités différentes. Mais les aspérités ressortent, alors je sais pas si je comprends bien, il faut pas que ton vernis il masque les aspérités, ça c'est sûr. Par contre, il faut qu'il ait été appliqué sur l'ensemble du tableau, aspérités comprises. Bon, là, tu vois, c'est la réponse. Moi, j'écoute ça, je dis, ok, sympa Fred, mais qu'est-ce que je fais? Moi, bon, continue. De toute façon, la technique est bonne. Donc, est-ce qu'il faut s'en contenter? Je reviens, tu sais, ce genre de questions, c'est le genre de questions que vous me posez tous. Là-dedans, il y a des questions, enfin, il y a des réponses techniques, des éléments techniques de réponse, et des éléments qui sont super personnels. À partir du moment où tu as verni ton tableau, et que le vernis protège des UV, c'est-à-dire de trucs techniques, quoi. Tu vois, il va pas passer avec le temps. Si le résultat te satisfait pas, bah remets une couche. Et si satisfait, tu t'arrêtes. Mais là, la satisfaction, tu vois, le plaisir que tu vas éprouver, ou la satisfaction, ouais, c'est ça, le fait d'être contente de toi en regardant le truc, je peux pas me mettre à ta place pour ça. Voilà. Jean-Claude, dis-moi, au sujet du papier Wenzu, ouais, je te dis, dis-moi, moi. Et le transfert de photos, mon opération semble ratée, le travail final à l'aspect rose dominant. Quelle façon y remédier? De quelle façon y remédier? Alors Jean-Claude, d'abord quand tu as fait un transfert et qu'il est foutu, c'est mort. Tu oublies, tu brûles, je sais pas, tu enterres, tu transformes, tu réutilises, c'est mort. Bon, après rose, tu sais à quoi ça me fait penser s'il est rose? C'est peut-être que si tu as fait un transfert avec une photo imprimée sur une jet d'encre classique, je le montre, là j'en ai une là par exemple, des fois quand l'impression, quand l'original n'est pas complètement noir, mais un peu marron très très foncé, au gris très très foncé, bah, l'imprimante elle prend pas du noir pour imprimer ça, elle prend un mélange de couleurs. Et des fois, dans ce mélange de couleurs, il y a du rouge, beaucoup de rouge. Et des fois, ça guile plus, ça fuse plus, le rouge fuse plus que le reste. Et c'est peut-être pour ça, mais là je prends une boule de, ça s'appelle comment? Une boule de cristal. J'imagine que c'est peut-être une cause de ton problème. Bah d'ailleurs, j'en ai pas d'autres. Moi, j'ai déjà eu des problèmes d'encre qui fusait, ça c'est sûr. Tu dis que tu travaillais avec le Wenzu, c'est quelle technique? Ouais, mais dis, tu t'es pas trompé là? T'as pas inversé le... Tu sais, le papier Wenzu, tu dois imprimer à un endroit, et c'est cet endroit que tu vas coller, et après que tu vas reprotéger. Donc, je vois pas pourquoi ça fuse. Alors, ça fuse pas parce que tu passes ta partie colle au-dessus, vernis, ça aurait fusé en dessous. La seule explication, c'est ça. Alors, si tu n'as pas du tout envie d'avoir ça, je crois que les imprimantes, on peut le régler en disant en noir et blanc. Là, si tu veux imprimer que du noir et blanc, et dans ce cas-là, elles n'utilisent que l'encre noire. Sinon, tu intensifies le contraste pour avoir vraiment que du noir. Sinon, je sais pas. Je suis désolé. Enfin, là, sans photo, en fait, c'est un peu compliqué. Hein.
mais m'envoyez pas vos photos de trucs ratés parce que je sais qu'on rate beaucoup. Enfin, le transfert d'image, ça se rate. Là, avec le Wenzu, je trouve que même si c'est raté, c'est souvent réexploitable parce qu'on peut revenir bosser avec. Bon, Jean-Claude, dis-moi prochainement si je me suis rapproché, si je t'ai aidé à résoudre ce souci-là ou pas. Hein, mais allez-y, hein, sur le transfert, on n'a pas fini d'en parler. Ça, il n'y a pas de souci. Noël, bonjour, pouvez-vous me dire si vous allez publier des cours de peinture trompe-l'œil? Non. Non, parce que... Aïe, des trompe-l'œil. Alors j'espère que vous n'êtes pas 3000 à faire des trompe-l'œil derrière et puis vous allez me détester. J'aime bien les trompe-l'œil, je suis fasciné par les trompe-l'œil, surtout grand format, à l'intérieur, les fresques, etc. Mais j'ai pas envie parce que ça... C'est pas sur ce genre de sujet que j'ai envie de m'adresser à vous. Je pense que pour des besoins comme ça, vous allez pouvoir trouver des spécialistes qui vont vous former. Moi, je suis pas un spécialiste, je suis un passeur. J'ai envie de vous donner envie de faire des trucs. Alors évidemment, je pourrais tourner une vidéo en trompe-l'œil, il faudrait que je m'entraîne. Parce que comme c'est pas mon truc, bon, il faudrait que je m'entraîne. Une vidéo sur un trompe-l'œil, après, hop, ça vous donnerait envie de faire des trompe-l'œil, et je pourrais être satisfait. Mais moi, j'ai plutôt envie que vous suiviez vous-même vos lignes artistiques. L'abstrait, le figuratif, l'hyperfiguratif, le trompe-l'œil, les natures mortes, tout ce que vous voulez. Et moi, je vous donne des trucs pour vous aider là-dedans. C'est plutôt ça mon créneau, tu vois. Alors, j'avais trouvé une nana, pour faire un peu de trompe-l'œil, des fresques et toutes les techniques de décoration avec des faux marbres, etc. Voilà. C'était super. Et en fait, ça n'a pas été super. On s'est pas entendu, on va dire. On n'a pas réussi à aboutir. On n'a pas réussi. Voilà, c'est dommage, c'est un acte manqué, mais il n'y a pas de hasard. Si le truc s'est pas fait, c'est qu'il ne devait pas se faire, donc j'ai pas depuis cherché plus. J'espère, Noël, que je te frustre pas, que tu vas claquer la porte, fermer la vidéo et dire il dit n'importe quoi. Mais dans tous les cas, non, c'est pas prévu. Mais en même temps, si un jour ça se présente, pourquoi pas, mais c'est pas planifié. Ok? Voilà, Noël. On va terminer, Fred. Aujourd'hui, vous êtes un peu bavard. Émilie. Comme je te l'ai dit précédemment, j'ai appliqué plusieurs couches de vernis en spray. Est-ce que je pourrais rajouter une couche de vernis liquide par-dessus ou bien les deux sont incompatibles? Vernis spray. Ah non, c'est pas incompatible. Enfin, si tu es dans l'univers de l'acrylique, si tu as utilisé que des vernis à eau, tu fais ce que tu veux. Alors, tu peux avoir des déconvenus de temps en temps. Moi, j'ai toujours fait n'importe quoi. Alors, je le fais moins maintenant parce que j'ai un auditoire, parce que je dois vous donner des vrais bons conseils et tout, mais pour ma technique artistique personnelle, je fais des fois n'importe quoi. Je respecte quand même le gras sur sec, ça c'est sûr. Donc c'est-à-dire je ne rajoute pas de couche quand je suis passé sur une couche grasse. Mais après, dans les vernis, je fais un peu n'importe quoi. Ce qui n'est pas toujours d'ailleurs très réussi. C'est con parce qu'on veut économiser un peu de sous en utilisant des vieux machins, des vieux ragotons, et puis après, le résultat n'est pas magique et puis on se fait engueuler parce qu'on vit avec des gens qui nous connaissent et qui savent ce qu'on fait. Bon, bref, je ferme cette parenthèse. Donc, a priori, si tu veux, la manière de diffuser le vernis, elle n'est pas incompatible. Si tu es dans la même marque, par exemple, si tu prends que des vernis à base d'eau, tu peux faire ça. Par contre, c'est vrai que quand tu utilises un spray, souvent le diffuseur, ça s'appelle comme ça, le gaz propulseur. Le gaz propulseur... c'est rarement finalement complètement aqueux, c'est souvent avec des solvants. Donc il vaut mieux au-dessus. Dans ces cas-là, en fait, voilà. Pour conclure, dans ces cas-là, quand tu t'as fait la sorcière, si tu sais plus, bah, tu prends un vernis mixte. Le vernis mixte, il accepte plutôt tout. Les techniques mixtes, les techniques de sorcière, justement, ça tombe bien. Bienvenue dans la communauté. Donc prends un vernis, si tu veux faire ça. Attends, c'était pas ça la question. Je suis en train de dire... Non, tu vas rajouter une couche de vernis liquide. Bah pareil, tu prends un vernis mixte, même liquide, au-dessus, si tu veux, une fois pour toutes, vernir à fond, et puis oublier toutes ces phases de vernis. Voilà. Mais par contre, la compatibilité si tu veux, de deux produits, sans connaître leur marque et tout, tu fais prendre des risques. Ok? Bon, allez, on s'arrête? Ça vous va? Répondez pas tous à la fois, de toute façon, voilà, c'est trop tard. Je rigole parce que je rigole. Je vous imagine en train de penser que je dis n'importe quoi. Je vais encore une fois vous souhaiter une super semaine. Le magazine, a priori, ça vous plaît, donc on continue comme ça.
Je vais tourner un petit épisode donc de podcast que je vais produire, mais surtout pour préparer l'arrivée de l'application mobile qui ne devrait pas tarder. Et puis, est-ce que j'ai oublié des trucs et des machins? Non. Le printemps, on est en plein printemps, ça se voit pas, mais dans la tête, dans le cœur, dans les tripes, tout ça, on commence à le sentir. Je vous souhaite une semaine magnifique, remplie de création artistique. Suivez toutes nos vidéos. N'oubliez pas, quand vous avez besoin de matos, de privilégier notre boutique beaux-arts.fr. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Salut.